Alors, bonjour à tous. Cette semaine, 41 mètres carrés a 1 an. Et pour l'occasion, on a envie de vous refaire un best-of qu'on avait fait cet été pour vous présenter les différents extraits qui ont le plus marché, que vous avez le plus apprécié. Alors aujourd'hui, je suis avec Pej. Salut Pej. Bonjour Manon. Alors déjà, est-ce que tu as envie de nous faire un peu un retour sur comment tu as ressenti ces 1 an de podcast, comment ça s'est passé Ouais, écoute, déjà moi je suis super content parce que ce podcast il progresse, que ce soit en nombre d'écoutes, mais également sur YouTube, parce qu'on voit aussi que l'intérêt des internautes, c'est aussi d'aller voir les épisodes d'avant, etc. Donc nous, on considère qu'on a réussi. Et puis la promesse de Maslow.imo, c'est de l'expertise. Mais l'expertise, c'est pas seulement nous, puis moi je sais pas tout, puis mes collaborateurs, ils savent pas tout non plus. Donc on est vraiment content d'avoir réuni des vrais experts, des gens qui ont une renommée, qui savent de quoi ils parlent. Voilà, dans différents univers, que ce soit notaire, avocat fiscaliste. Puis aussi, on a réuni aussi d'autres personnes que les internautes qui nous regardent aujourd'hui suivent, comme Johan de Snowball. Voilà, donc je trouve que c'était vraiment réussi et j'espère que ça va se poursuivre longtemps. Ouais, carrément. Ok. Alors aujourd'hui, donc, comme je te disais, je vais te montrer des extraits de nos différents podcasts. Et ensuite, je te poserai les questions qu'on a eues sur ces différents extraits. Ouais, je me souviens. Parfait. Alors, pour le premier extrait, c'est un extrait qui est tiré de notre podcast avec Séverine Girardon sur la transmission. Notaire, de son état. Voilà, notaire. Alors voilà le premier extrait. Je te laisse regarder. Des parents qui se disent en gros, on a des sous, on donnerait bien de l'argent à nos enfants, mais on ne veut pas qu'ils en fassent n'importe quoi. Autant qu'ils achètent de l'immobilier, au moins valeur refuge, loyer. C'est vrai que je peux très bien acheter un appartement d'une valeur 100 et le donner à mes enfants, mais finalement ne donner que... Ok, c'était ce que l'on avait fait sur la donation, la transmission. Je me rappelle le nombre de réactions, le nombre de questions qu'on a eu là-dessus, c'était affolant. 100 000 euros par tranche de 15 ans, je peux finalement lui donner beaucoup plus. Finalement, mon enfant se retrouve avec un bien, réellement, et puis moi, je vais en percevoir les loyers, et puis à mon décès, il aura la pleine propriété sans aucun droit, donc ça, c'est vraiment génial. Ok, je me souviens. Alors, du coup, j'ai 2 questions sur cet extrait. C'est si le parent a besoin de vendre le bien car il ne s'en sort pas, est-ce qu'il pourra le faire ? Alors oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on démembre le bien, c'est-à-dire que je suis totalement propriétaire de mon bien, je suis seul à prendre la décision de vendre le bien ou de faire des travaux dedans, etc. Si j'ai démembré mon bien, c'est-à-dire moi, je suis le parent, j'habite dans l'appartement, etc., mais j'ai donné la nue propriété, grosso modo, les murs à mes enfants, il faut que les deux soient d'accord pour vendre. Okay. Voilà. C'est comme si toi et moi, on achète un appartement, on l'achète à 50-50, on ne parle pas de démembrement, rien du tout, il faut bien qu'on soit d'accord tous les deux pour pouvoir le vendre. Ok. D'accord ? Ok, très clair. La deuxième question, est-ce qu'on peut le faire soi-même ou il faut absolument passer par un notaire ? Alors, la vente, elle ne change rien. C'est que tu passes par ton agent immobilier. À partir du moment où tu es d'accord tous les deux pour le vendre, tu peux le vendre de la même façon. Après, l'acte notarié va dire, le notaire, il va dire, voilà, cet appartement-là, aujourd'hui, il appartient pour la nue propriété à monsieur Benjamin Dupont et pour l'usufruit à monsieur et madame Dupont. Et donc, en fait, ce sont ces 3 personnes qui vont vendre le bien. Mais c'est bien le notaire qui va rédiger l'acte. Il y a juste l'acte qui change. Mais pour la vente, ça ne change pas grand-chose. Ok. Hormis l'accord des deux personnes. Les 2 parties. Ok. Très bien. Alors, un autre extrait qui est toujours sur ce podcast sur la transmission. Okay. On sait qu'on a un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, renouvelable tous les 15 ans. Cet abattement va concerner tout type de biens, quel que soit l'âge du donateur et du donateur. On a eu beaucoup de questions, je me souviens, parce que il y a les 100 000 euros en argent, il y a les 100 000 euros en immobilier. Je me souviens qu'on avait... Tu m'as posé beaucoup de questions après, Manon. Spécifique à la donation de sommes d'argent de 31 865 euros. J'espère que je ne me trompe pas à quelques euros près, merci. Qui est spécifique puisque celui-ci va concerner des donateurs de moins de 80 ans à des donataires de plus de 18 ans. Plus on attaque tôt, imaginons un donateur qui donnerait dès ses 50 ans, il va pouvoir renouveler à fiscalité constante la donation à 65 ans et refaire encore, avec un petit peu de chance, un tout petit peu avant 80. Alors, donc là, pareil, j'ai pas mal de questions. La première question, peut-on donner 100 000 euros par enfant tous les 15 ans ? Par exemple, si on donne 20 000 euros en 2010, 30 000 euros en 2017, a-t-on le droit à un nouvel abattement de 100 000 euros en 2025 ? Alors, j'ai commencé à donner de l'argent en 2010, tu me dis ? En 2017. Donc, tu m'as dit 2010, 2017. Oui, 2010, 2017, pardon, ouais. Et 2025. Ok, donc l'enveloppe, c'est 100 000 euros par tranche de 15 ans. Donc, effectivement, elle reprend à 0. Donc là, 2010, j'ai commencé à donner de l'argent. Pas la totalité de mes 100 000 euros, mais en 2025, je retrouve 100 000 euros. C'est bien
100 000 euros par tranche de 15 ans. Si j'ai donné que 50 000 dans la première tranche de 15 ans, dans ton exemple 2010, en 2025, je peux de nouveau donner 100 000 euros cette fois-ci. Par contre, je ne peux pas donner 150 000. Oui, ok, d'accord. Très bien. Cet abattement s'applique-t-il aussi aux biens immobiliers ou uniquement à de l'argent? Non, c'est toutes les donations. Donc effectivement, c'est ce volume de 100 000 euros, il peut correspondre à de l'argent, de l'or ou de l'immobilier. Donc si je donne à mes 2 enfants un appartement qui vaut 200 000 euros, je peux leur donner une valeur d'appartement de 2 fois 100 000 euros. Ouais, okay. Ça concerne également, si on parle d'immobilier, des parts de SCI. Je peux donner la valeur de 100 000 euros de parts de SCI. Pour à la fin donner le bien en entier. Exactement. Ouais. Okay. D'accord. Donc c'est bien 100 000 euros tout confondu. Ok. Doit-on déclarer la donation aux impôts dans le mois qui suit? Alors oui, si c'est du cash. Pour la partie argent, effectivement, il faut faire la déclaration. Celui qui reçoit, il a 1 mois pour faire la déclaration comme quoi il a reçu de l'argent. Ouais. Pour ce qui est de l'immobilier, il n'y a pas de donation particulière. En fait, si tu reçois de la pleine propriété, tu vas déclarer au niveau de tes impôts sur le revenu l'année d'après que tu es propriétaire d'un appartement, ouais, qui a des loyers, par exemple. Et c'est le mois d'après, dans ta question, c'est pour les sommes d'argent. Oui, ok. Et dernière question, est-ce qu'on peut aller au-dessus des 100 000 euros? Et comment? Alors oui, 2 façons de le faire. Donc les 100 000 euros par tranche de 15 ans, ça c'est factuel. Ensuite, on a ce qu'on appelle le don manuel, aussi appelé don Sarkozy, qui est de presque 32 000 euros. 31 850, quelque chose comme ça. Donc, je vais arrondir à 32 000. Donc là, c'est un document CERFA enregistré chez notaire et tu peux donner 32 000 euros de cash à tes enfants. Donc, ça te permet d'aller au-delà des 100 000 euros. Et puis, on l'a aussi évoqué avec Maître Girardon dans ce podcast. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu peux donner un appartement en pleine propriété pour une valeur de 100 000 euros. Mais tu peux aussi donner un appartement, ou plutôt la nue propriété d'un appartement pour une valeur de 100 000 euros. Et donc, si je donne la nue propriété et que je garde l'usufruit, quand moi je décède, la pleine propriété, elle va entièrement à l'enfant qui a reçu cette donation, sans succession, sans frais. Et donc, c'est la façon d'aller au-delà. Je peux donner finalement, à 50 ans, je peux donner un appartement d'une valeur de 200 000 euros à l'un de mes enfants, juste en lui donnant la nue propriété. Moi, je garde l'usufruit, donc je perçois les loyers où j'habite l'appartement. Et quand je casse ma pipe, mon enfant vient récupérer gratuitement la pleine propriété du bien. Donc, c'est l'autre façon d'aller au-delà des 100 000 euros. Ok, très bien. Dernier extrait, toujours sur ce podcast de la transmission. La donation couplée à un partage, ça s'appelle donc une donation-partage, permet d'établir une égalité entre les enfants. Elle permet aussi, cette donation, de figer les droits de chacun. Prenons un exemple, je veux faire une donation dite don Sarkozy, j'ai 2 manières de le faire. Je fais un don manuel à chacun de mes enfants ou à 2 sur 3 de mes enfants, peu importe. La loi vous dit que vous avez parfaitement raison, vous êtes en règle avec la fiscalité. Mais si vous voulez effectivement éviter de créer des troubles familiaux, vous devez effectivement, de préférence, l'inclure soit maintenant, soit plus tard, dans le cadre d'une donation-partage, pour éviter justement que l'enfant qui aurait reçu, par exemple, 50 000 euros pour faire un investissement immobilier, se retrouve au moment du décès de ses parents au piège de ce qu'on appelle le rapport successoral. Combien dois-je rapporter sur la table au moment du décès de mes parents? Est-ce que c'est 50 000 euros ou est-ce que c'est 50 000 euros plus la plus-value générée par l'investissement? C'est la deuxième réponse qui est la bonne. C'est le fait de ne pas léser ses enfants ou l'un de ses enfants. C'est ça la partie qu'on avait abordée avec Maître Girardon. Alors la question, c'est si je donne la nue propriété d'un bien à mon seul enfant via une donation et que je décide de vendre le bien quelques années après, qui récupère la somme du bien vendu et sous quelle forme? Est-ce que la somme du bien restera déduite du total imposable à la succession? Ok. En fait, la réponse, elle est un peu celle que j'ai faite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a finalement 2 propriétaires. Donc, si on est d'accord tous les 2 pour vendre et qu'on vend le bien, l'argent qu'on va récolter, si je suis propriétaire à 50%, tous les 2 à 50%, je vais récupérer 50% de la somme. Si la nue propriété et l'usufruit, c'est un petit à petit, et qu'on fige la date et que je suis propriétaire à 30% et mes enfants à 70%, je vais récolter les sommes d'argent de la vente par rapport à mes droits, par rapport à la quote-part de mes droits. Et donc, est-ce que ça rentrera dans la succession? C'est déjà le cas, parce que tu m'as déjà donné les 100 000 euros, donc je les ai bien récoltés hors droit de succession. Donc, tout ce qui restera rentrera dans la succession. Ok.
Très bien. Je rappelle quand même que je suis pas avocat, fiscaliste, donc D'accord. j'adore tes questions. Bah non, voilà. Donc on fait des podcasts exprès pour ça. Hein. On a un podcast avec Maître Teddy Dorier, avocat fiscaliste. On a un avocat pour les internautes qui nous suivent, qui sont à l'autre bout du monde, avec Maître Message sur l'imposition des expats. D'accord. Donc je réponds avec plaisir avec tes questions. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Mais je suis pas avocat non plus. Ouais, bien Hein. sûr. Non, mais Oublie c'est pas. bien de le rappeler, c'est Oublie souvent pas. parce qu'on nous pose beaucoup de questions. C'est des questions qu'on nous pose beaucoup sur les réseaux sociaux suite à tous ces podcasts, mais ouais, c'est bien de le rappeler. Alors, le prochain extrait, c'est celui avec Thomas, le fondateur de l'e-box, Ah ouais, c'était génial. On a parlé, Ouais, sur on a les partagé meilleurs beaucoup de data ouais. et tout ça. sur les meilleures et pires villes où Ouais, investir. je me souviens. Il a beaucoup plu. Alors, le premier extrait, parce que j'en ai plusieurs aussi. Une ville qui est aujourd'hui à 1 000 € du mètre carré, mais que tu achètes sur un DPE qui est pas bon. Tu vas devoir faire des travaux. Et les travaux de rénovation énergétique, que tu sois dans une grande ville, une ville moyenne ou une ville à 1 000 € du mètre carré, changer des fenêtres, faire de l'isolation intérieure, mettre une pompe à chaleur, changer le chauffe-eau, etc., grosso modo, ça coûte le même prix. Le coût de la manœuvre est peut-être pas le même à Lyon qu'à Clermont-Ferrand, mais grosso modo, ça te coûte le même prix. Donc si aujourd'hui tu achètes un bien à 1 000 € du mètre carré, mais tu dois mettre 1 000 € du mètre carré pour rénover énergétiquement ton logement, énergétiquement, pas faire de la déco, hein. Tu vas te retrouver avec un bien qui va être louable, super, tu vas pouvoir chercher du rendement, mais ton bien, il vaut 2 000 € du mètre carré. Et sur ton marché, tu n'as pas l'acquéreur en face à 2 000 € du mètre carré. Donc ça, c'est très important à prendre en compte dans le choix de ton investissement. Très bien. Bon, j'arrête de dire grosso modo, sinon c'était pas mal. Alors, comment estimer le coût total de la rénovation énergétique avant l'achat Grande question. Vaste question. C'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon, c'est évidemment les artisans. Si tu as un appartement qui est à côté de chez toi et que tu connais du monde, je pense que c'est la meilleure façon. Lorsque c'est à distance, de toute façon, c'est assez difficile. Il y a quand même des grandes tendances. Il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui qui te permettent d'estimer des travaux, mais ils ne seront traduits dans la vraie vie avec un devis qu'à partir du moment où quelqu'un sera passé. Donc il y a des courtiers en travaux qui peuvent quand même t'aider à réunir plusieurs corps de métier. Je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Si on veut estimer le coût de la rénovation énergétique ou coût de la rénovation en général, pour la rénovation énergétique, moi j'aime bien le site de l'ADEME. Tu sais que chez Maslow, on aime bien les bons sites qui fonctionnent très bien, qui ont un peu des référencements nationaux. Je pense aussi que MaPrimeRénov', même si elle est un peu complexe, qu'on est un peu perdu, que les règles changent, donne quand même aussi des notions de rénovation. Donc voilà, je pense que ce sont les meilleures sources qui te permettent de le faire. Après, on a sorti des études chez Maslow sur ce coût de rénovation énergétique. On a remarqué que la difficulté souvent, c'était d'avoir de la data sur des travaux réellement réalisés. Des simulateurs de rénovation énergétique, tu en as plein sur Google, qui vont d'ailleurs pas te donner les mêmes prix. Donc on avait sorti une étude, je crois que c'était avec des stats de Little Worker, de mémoire, qui avait analysé le prix réel des rénovations réalisées, je crois que c'était en 2022, on a fait cette étude en 2023, depuis on n'a pas de la data à jour là-dessus, sur lequel on avait sorti en fonction des surfaces, parce que évidemment ça te coûte plus cher, entre guillemets, au mètre carré sur un T1 que sur un T3. On avait sorti des stats comme ça pour calculer le bon coût de la rénovation énergétique. Après, je pense que l'ADEME est quand même quelque chose qui est intéressant à prendre en compte pour les internautes. Ouais, ok. D'ailleurs, on pourra vous remettre l'étude si ça vous intéresse. On vous la remettra, on mettra le lien dans la vidéo. Ne pas confondre rénovation énergétique, donc système de chauffage, isolation par l'intérieur pour l'extérieur, menuiserie et eau chaude, de la décoration. D'accord ? C'est-à-dire que quand on parle de rénovation énergétique, à la fin, il faut poser un parquet, il faut faire des peintures, il faut faire une cuisine, il faut faire une salle de bain. Donc ne jamais oublier ces deux choses-là. Si j'achète un appartement qui nécessite des travaux de rénovation énergétique, la rénovation énergétique met une isolation, à la fin, tu n'as ni le papier peint, ni la peinture. Ton logement, il n'est pas prêt à louer. Donc, il ne faut jamais oublier cette notion-là. Si tu dis, tiens, le coût de ma rénovation, c'est 500 € du mètre carré pour rendre mon logement performant énergétiquement, il ne faut pas que tu oublies le coût de la peinture, le fait de poser des plaintes, le fait de mettre ton parquet, le fait de faire ton encadrement de fenêtre. D'accord ? Ça, c'est des choses qui sont importantes qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça qu'on arrive souvent dans des notions entre 800 et 1000 € du mètre carré pour je prends quelque chose qui est dans un état pas louable avec un DPE catastrophique à fini, prêt à louer. On est plutôt dans ces notions-là. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des aides disponibles pour financer la rénovation énergétique quand on est investisseur locatif ? Alors, MaPrimeRénov' ne fait pas de distinction entre la résidence principale et l'investissement locatif. Okay. Donc, tu as le droit aujourd'hui à des aides pour la rénovation énergétique de ton logement. Tu as plusieurs aides qui existent. Donc, si on parle de MaPrimeRénov',
Il y a moins d'investisseurs locatifs qui l'utilisent et qui ont droit parce qu'il y a une connotation de revenus imposables et de revenus. Donc souvent, les investisseurs locatifs ont des revenus qui peuvent être plus importants et donc qui peuvent avoir moins d'aide. Mais en tous les cas, MaPrimeRénov', elle est autant disponible pour l'avance principale que pour l'investisseur locatif. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite, tu as surtout des financements qui t'aident à financer tes travaux de rénovation, puisque tu as des prêts travaux, des prêts verts qui peuvent t'aider. Voilà. Mais d'une manière générale, MaPrimeRénov', qui est le dispositif le plus connu, fonctionne pour l'ARP ou l'investissement locatif. Ok. Dernière question sur cet extrait. Est-ce qu'il est possible d'augmenter le loyer après des travaux de rénovation énergétique ? Bonne question, et on l'a souvent. Parce que souvent, les internautes, les gens qui nous suivent, les gens qui prennent rendez-vous sur Maslow, ils étudient ou ils comparent les deux solutions. Ils disent oui, je vais louer plus cher. En fait, la réglementation, elle dit quoi ? Elle dit qu'aujourd'hui, si tu as un DPE EFG, il y a des dates sur lesquelles tu pourras plus louer. Donc aujourd'hui, faire des travaux de rénovation énergétique, c'est te permettre de continuer à louer ton logement, pas d'augmenter tes loyers. Dans la réalité, si tu fais des travaux dans un logement, si ton locataire est en place, tu n'as pas le droit de changer le loyer. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Lorsque ton locataire s'en va, tu as le droit d'augmenter le loyer, mais de façon raisonnable. D'accord ? Donc tu ne peux pas non plus passer de 500 à 800 euros parce que tu as rénové ton logement. Ce n'est pas vrai. Donc c'est pas pendant ton locataire, c'est au changement de locataire et d'une manière raisonnée, raisonnable. Voilà, tu n'as pas le droit, tu fais pas x2. En fait, il ne faut pas penser que tu vas payer tes travaux par l'augmentation du loyer. Ouais. Ça, c'est pas vrai. C'est de te dire qu'aujourd'hui, si tu achètes un logement F, tu as tout à fait le droit de le louer, tu as tout à fait le droit de ne pas faire de travaux jusqu'en 2028. Ouais. Voilà. Par contre, si ton locataire s'en va en 2028, eh bien, tu seras obligé de faire des travaux pour le louer. Ouais. Donc, tu feras des travaux, mais c'est pas pour ça que tu loueras ton logement plus cher. Ouais, voilà. Okay. Et si je prends l'exemple de villes où il y a l'encadrement des loyers, eh ben dans l'encadrement des loyers, si tu as le droit de louer ton appartement, tu as des dates de construction, etc., si tu as le droit de louer ton appartement 500 euros en plafonnement, tu n'auras pas le droit de le louer 600 parce que tu as fait des travaux de performance générique, ça, c'est pas vrai. Okay. D'où notre conseil de bien comparer l'ancien récent, sans travaux de rénovation énergétique, plutôt des DPE qui vont de A à D, ou de comparer du neuf qui est aujourd'hui plutôt sage en termes de prix. C'est quand même là que c'est intéressant de pouvoir comparer. Ok. Là, je vais passer sur un autre extrait, toujours du même podcast, avec l'e-box. Voilà. On peut très bien avoir un investissement qui fait 5% de rendement locatif, qui prend 5% par an de valorisation, et on aura une rentabilité à 10%. Quand on regarde un peu la carte de France, moi je fais souvent une règle du pouce, je dis en France, tout rapporte 10% à peu près. Parce que d'un côté, on a des villes où on va avoir 5% de rendement et 5% de plus-value. On va avoir des villes où on a 10% de rendement et 0% de plus-value. On va en avoir où on a 12 et moins 2 parce que ça perd. Et alors là, il faut faire attention parce qu'il y a le risque aussi de ne pas pouvoir revendre. Il y a la théorie des chiffres et puis il y a la pratique de pouvoir revendre. Dans le langage commun, on parle beaucoup de renta, alors qu'en réalité, on parle de rendement. Et du coup, en fait, cette distinction-là, ça va te permettre de choisir quel type d'investissement et quel type de ville tu vas aller chercher. Des villes à 12% de rendement et de la moins-value. Je me souviens très bien de cet extrait, c'était intéressant. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la différence entre le rendement et la rentabilité ? Alors j'adore cette question. 2, elle arrive souvent. 3, les gens utilisent souvent le mot de l'un pour l'autre. Le rendement, c'est assez simple, c'est le loyer que tu perçois par rapport au prix que tu as acheté ton appartement. Donc si tu touches 10 000 euros de loyer par an et que tu as acheté ton appartement 200 000 euros, tu as 5% de rendement. D'accord ? 5% de rendement brut. Donc le rendement brut, c'est le montant du loyer que tu touches sur la somme que tu as investie. Le rendement net, c'est les loyers moins les charges. Ta taxe foncière, tes charges de copro, etc. Ça te donne ton rendement net. La rentabilité, c'est la rentabilité de ton investissement. Et ça, tu ne le connais que finalement quand tu es sorti. Ouais. Tu achètes un appartement, donc peut-être que tu as mis de l'apport. Donc, tu as mis 10 000 euros et puis tu as mis 200 euros d'effort d'épargne par mois. Ou au contraire, tu as plus de loyer que ton crédit, etc. Voilà. Et puis à un moment, tu as la revente. Donc, j'achète 200 000, je revends 250 ou je revends 200 ou je revends 300. Finalement, la rentabilité de ton projet, c'est à la fin, quand tu ressors de ton investissement, on va regarder combien j'ai mis d'argent tous les mois et quel est le capital que j'ai généré à la fin. D'accord ? J'ai acheté 200 000, je revends 200 000, mais je ne dois que 100 000 euros à la banque. J'ai mis 10 000 euros de ma poche, 0 euros par mois et ça m'a donné 100 000 en 10 ans. Évidemment, ma rentabilité, elle est très intéressante. Voilà. Donc le rendement, c'est plutôt le loyer sur le prix d'achat. La rentabilité, c'est la totalité du début à la fin.
Ok. Et sur Internet, on parle beaucoup de renta. Ouais. D'accord ? Donc, alors qu'on devrait plutôt parler de rendement. rendement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier, la rentabilité ou le rendement ? Alors, bonne question. De toute façon, aujourd'hui, l'immobilier est un placement de bon père de famille, d'accord, qui prend en général la valorisation d'un bien de façon naturelle, c'est à peu près l'inflation. Et il y a des villes ou des endroits en France sur lesquels tu vas surperformer cette plus-value parce que tu vas avoir plus de demandes. Les villes où il y a le plus de demandes, c'est les villes qui gagnent des habitants. Plus d'habitants qui arrivent, dimensionnement économique important, pas assez de logements, les prix augmentent. Donc là, ça veut dire que tu fais le pari d'avoir de la plus-value, mais la plus-value elle est naturelle, c'est le nombre de gens qu'il faut loger par rapport au nombre d'appartements disponibles. Et évidemment, ces villes-là sont plus chères. Là où tu vas trouver de la rentabilité, c'est là où le prix mètre carré est moins cher, avec un niveau de loyer qui est cohérent. Mais il faut faire attention à la sortie et au nombre de ventes, d'accord ? C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que le marché naturel de l'immobilier, c'est entre 1 et 3% du parc qui s'arbitre tous les ans. Donc dans une ville de 10 000 habitants, quand le marché n'est pas terrible comme en ce moment, tu vas avoir 1% du parc qui va se vendre. Quand le marché est dynamique, tu as 3% du parc qui va se vendre. Donc, prenons le marché dynamique, 10 000 habitants, je vais avoir 300 ventes par an. 300 ventes par an de T1, de T2, de T3, de T4, de maison. Donc toi, tu as acheté un T2 dans une ville de 10 000 habitants, que tu as loué, tant mieux pour toi. Quand tu vas ressortir, tu auras peut-être 25 personnes, 26 personnes qui, tout autour de l'année, vont acheter cet appartement en T2. Et c'est là où il faut faire plutôt attention. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, c'est le budget, un prix mètre carré qui est cohérent, sans doute repérer les aspirateurs économiques, de se dire où est-ce que autour, pas trop loin, je bénéficie à la fois d'un niveau de loyer qui est élevé et un prix mètre carré qui est moins cher. Ouais, ok. Ça te va ? Ouais, très clair, merci. Alors, là, on va passer sur un nouveau podcast donc, qui était avec Johan, le fondateur de Snowball. Alors, la fameuse newsletter sur l'éducation financière. Voilà. Là, j'ai 2 extraits à te montrer encore une fois. La partie action, c'est un peu le plus simple, le plus liquide, etc. Donc des ETF, c'est des paniers d'actions, ça te permet de diversifier hyper facilement. Tu vas pas aller choisir telle entreprise parce que tu as vu leur bilan. Ouais, on avait abordé un petit peu par quoi commencer, c'est-à-dire qu'on s'était un peu adressé à l'investisseur junior qui est un peu perdu et par quoi commencer, quoi. Je me souviens très bien. Entreprise américaine. Je partirais sur un truc assez simple, ça, dans un PEA ou dans une assurance vie, tu vois, dans ces 2 enveloppes pour le point de vue fiscal. C'est intéressant, son analyse, Johan. Alors, d'abord, comment on se constitue un apport ? Quel est le meilleur support ? Ouais, déjà, tu as raison, c'est important. Lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier, que ce soit pour sa résidence principale ou pour un investissement locatif, l'apport, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Et si je ne parle pas d'apport, parce que parfois les gens peuvent emprunter la totalité de son apport, tu as quand même l'épargne de précaution. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on avait pris comme exemple avec Johan dans ce podcast, c'est de se dire, je suis jeune, je prends mon premier CDI, et on avait dit, le lundi, c'est pas parce que tu es en CDI le lundi que tu vas acheter un immeuble de rapport le mardi. Donc en fait, par quoi je démarre, comment je commence ? Donc d'abord, c'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est de se dire que tu as besoin de 3 mois de salaire pour, si tu rentres et que tu as et ta machine à laver et ton sèche-linge qui est en panne, tu peux aller chez Darty et en changer. Tu casses la courroie de distribution de ta voiture. Enfin bref, ton épargne de précaution, c'est à peu près 3 mois de salaire. Ouais. Et après, tu veux te constituer un apport pour acheter une résidence principale ou pour faire un investissement locatif, il faut bien que tu places ton argent tous les mois. Donc, tu as l'épargne sécurisée, non imposée comme le livret A, donc à peu près 22-23 000 euros, que tu peux placer comme ça à 3% net, sans frais, sans fiscalité. Donc voilà. Et après, si tu veux surperformer ces 3%, il faut que tu ailles chercher des produits sur lesquels tu auras de la fiscalité. Donc aujourd'hui, faire du 3% net, c'est faire du 4,2%, quoi, grosso modo, moins la flat tax à 30%. Donc comment je vais chercher un petit peu plus de rendement pour pédaler plus vite ? Et c'est là qu'on avait évoqué l'assurance vie, les comptes titres, les actions. Mais évidemment, si tu vas acheter des actions, tu auras plus de risques. L'action, elle peut monter, descendre, elle peut beaucoup bouger. Donc il faut un certain équilibre pour que les 200 euros que tu mets par mois, au bout de 10 mois, au lieu que ça fasse 2000, ça fasse 2200 par exemple, si ça fonctionne. Ok.
Donc d'apport épargne de précaution. Ensuite, on remplit son livret réglementé qui aujourd'hui, l'inflation est à 1,8, ça te rapporte 3 sans fiscalité. Et après, les ETF, par exemple, sont des choses qui peuvent être intéressantes. En fait, les ETF, ce sont des paniers d'actions. Donc en fait, au lieu de se dire j'achète LVMH, j'achète Peugeot, j'achète Airbus, et bien là, je vais acheter un panier, généralement dans des secteurs d'activité. Ok. Là, j'avais une question. Placer uniquement sur un livret A, c'est pas l'idéal. Les placements font mieux, mais sont fiscalisés. Donc, c'est pas si rentable qu'annoncé au départ. Donc, quelle est la solution miraculeuse? Il n'y a pas de solution miraculeuse. Déjà, il n'y a pas de solution miraculeuse. D'accord ? Le livret A, c'est l'épargne de précaution. Et ensuite, ça a d'abord déterminé l'enveloppe fiscale. Si je veux aujourd'hui, la bourse, sur le long terme, reste quelque chose qui est pertinent et qui fonctionne. Donc voilà, maintenant, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la chute, de la baisse, ne pas être euphorique dans la hausse. Et puis de se dire aujourd'hui que, par exemple, le CAC 40 ne représente que 3% du monde. Donc aujourd'hui, quand on met tout son argent sur le CAC 40, on met son argent sur 3%. Voilà. Donc aujourd'hui, diversifier les zones géographiques. Donc investir sur des valeurs américaines, investir sur l'Asie, investir sur l'Europe, ce sont des choses qui, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de la diversification. Et ensuite, choisir les bonnes enveloppes. Et les enveloppes, c'est par rapport à la durée de ton projet. On parle souvent d'objectifs, d'investissement, etc. C'est la durée. L'assurance vie, aujourd'hui, pour bénéficier de la meilleure fiscalité, il faut attendre environ 8 ans. Le compte titre, c'est acheter des titres vifs tout de suite, faire des rentrées, des sorties, tu es imposé à 30%. Donc voilà, diversification et bonne enveloppe fiscale par rapport à l'horizon de son projet. Ouais, ok. Merci. Alors, un deuxième extrait. Je souhaite investir. Donc il y a déjà le fait d'avoir la récurrence, de décider une somme par mois, peu importe dans quoi tu l'investis. Et après, il y a le côté accélérateur. Quels sont les accélérateurs que j'ai à ma disposition dans mon parcours ? Je vais les actionner à un moment que je souhaite, quand je me sens prêt à le faire. Évidemment, le premier accélérateur, c'est le crédit, ma capacité à m'endetter. J'ai des revenus, je peux m'endetter. Qu'est-ce que je fais de la dette ? C'est pareil, c'est toi qui décides. Ce levier-là est intéressant. Après, si on parle d'immobilier, parce que c'est plutôt ma partie, il faut d'abord que tu te constitues un apport personnel. Donc, tu peux pas signer ton CDI le lundi et le mardi acheter un immeuble de rapport. Ça existe. Ça existe pas. Si t'as de la chance. Tu peux avoir beaucoup de chance. Ouais, mais dans la vraie vie, ça va pas se passer comme ça. Je me souviens. Alors, comment fonctionne exactement l'effet de levier du crédit d'un investissement immobilier ? Ouais, ça revient aussi souvent comme question. Alors, en fait, c'est souvent l'avantage que l'on met en avant sur l'immobilier. Donc, pour schématiquement faire simple, l'endettement, ta capacité à endetter te permet de lever de la dette, donc de faire du crédit. Donc, c'est de travailler avec l'argent des autres. Donc, a priori, tu travailles plus si c'est pas ton argent. Si je mets 200 € par mois sur un placement, au mois de janvier, je mets 200 €. Au mois de février, je vais toucher des intérêts sur 200 €. Si ces 200 € plus le loyer que je vais percevoir de mon locataire me permettent d'emprunter 100 000 €, eh bien, si je passe chez le notaire au mois de janvier à 100 000 €, au mois de février, je vais faire travailler 100 000 € et ce ne sont pas les miens. T'imagines bien que si je mets 200 € par mois d'épargne mensuelle sur un placement, il va falloir que j'attende X années pour avoir ces fameux 100 000. Alors que là, ça te permet de faire travailler tes 100 000 € tout de suite. C'est ça l'effet de levier du crédit. Est-ce qu'il y a des risques ? Les risques sur le crédit, non, puisqu'on est protégé quand même en France. On ne t'endette pas à 100%, tu as des taux fixes. Quand on a vu les taux exploser en 2023, les Français, leur mensualité, elle n'a pas changé. Ouais. Les Anglais, les Américains, leur appartement dans lequel ils vivaient, ils payaient 1500 livres, le mois d'après 1600, le mois d'après 1700, le mois d'après 1800. C'est ça la réalité. Donc en fait, faut aussi s'ouvrir pour se dire à quel point on est protégé en France. Après, tout à l'heure, j'ai parlé d'épargne de précaution. Je pense que quand on fait un investissement locatif, il faut aussi avoir de l'épargne de précaution. On pourra mettre le maximum de verrous sur la porte. C'est important. On a fait des podcasts sur la gestion locative, on a fait des shorts et des réels sur locataires propriétaires. On a fait tout ça. Aujourd'hui, moi je l'ai vécu à titre personnel, tu as un appartement sur lequel il y a un dégât des eaux qui vient de pourrir l'appartement d'en dessous et que tu passes 4 mois à trouver la fuite, le responsable. Est-ce que c'est l'assurance du propriétaire, l'assurance du locataire, la tienne, l'assurance du syndic ?
Mais mon appartement, il n'a pas été loué pendant 8 mois. J'ai pas touché de loyer pendant 8 mois. Donc, l'épargne de précaution dans un investissement locatif, c'est aussi important. Faut que tu aies 6 mois de mensualité de crédit pour il t'arrive un truc. Il t'arrive un truc qui n'arrive qu'aux autres. Ouais. D'accord ? Il n'arrive un truc qui n'arrive qu'aux autres. Eh bien, faut que tu sois prêt. C'est pour ça que l'épargne de précaution, c'est aussi quelque chose qui est important dans l'immobilier locatif. Ouais. Ok. Tu as déjà un peu dit tout à l'heure, mais on avait cette question, quel pourcentage de mes revenus devrais-je épargner avant d'investir ? C'est 3 mois de loyer ? Ouais, non, en fait, on dit... 3 mois de salaire, pardon. Les 3 mois de salaire, ça, c'est l'épargne de précaution. En fait, combien je dois investir ? Moi, j'ai pas la réponse. C'est plutôt définir tes objectifs. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, je veux investir pour ma retraite, combien je veux mettre dessus ? Donc, toi et moi, on n'a pas le même âge. Donc, toi, si tu veux la même somme d'argent, tu auras besoin de mettre moins tous les mois que moi, parce que j'approche, ça va être plus rapide. Donc, ça, c'est important. Après, on dit toujours que tu as à peu près 50% de tes revenus qui sont des dépenses contraintes, ton logement, tes impôts, tes charges. Tu as 30% qui sont plutôt sur tes loisirs, tes vacances, ta nourriture, etc. Et tu as 20% que tu devrais épargner ou tu devrais investir. Donc c'est entre 15 et 20% de tes revenus qui aujourd'hui devraient partir dans du placement ou de l'investissement. Ça, c'est l'idéal, mais moi, je pense surtout qu'il y a des moments de la vie sur lesquels tu peux avoir plus d'épargne. Des gens qui nous regardent, qui ont des parts variables sur leur rémunération, il y a des années où ils vont gagner beaucoup d'argent, d'autres ils vont gagner un peu moins, il y a des années où ils vont payer beaucoup d'impôts, d'autres un peu moins. Donc en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut gérer. Ouais, tous ceux qui ont un salaire plutôt fixe, etc., le 50-30-20 est quelque chose qu'ils peuvent retenir un peu. Ouais. Ok. Est-ce que l'effet de levier est accessible à tout le monde, même sans gros apport ? Alors, l'apport, c'est quelque chose qui va faire que ton banquier va te dire oui plus facilement. Parce que tu prouves à ton banquier que tu as été capable... En fait, il n'y a pas d'apport et pas d'épargne. Et je pense que là aussi, souvent, on confond. Tu ne veux pas mettre d'apport, tu n'as pas d'apport ou tu n'as pas d'épargne. Un banquier aujourd'hui, tu es locataire de ta résidence principale, tu payes 700 € par mois de loyer. Tu achètes un appartement avec 1 200 € de crédit mensuel. Et tu n'as pas d'apport. Tu prouves comment au banquier que tu es capable de faire le delta entre 700 et 1 200 ? Les 500 € par mois que tu vas dépenser en plus, ils sont où là aujourd'hui dans ton argent, dans ton épargne ? Donc en fait, il ne faut pas confondre pas d'épargne et pas d'apport. Ensuite, tu as des profils aussi clients. Tu as des profils de clients qui voient leurs revenus dont on sait qu'ils vont augmenter. Donc voilà, il y a aussi des profils qui sont plus suivis. Mais il ne faut pas confondre pas d'épargne, pas d'apport. Aujourd'hui, on peut emprunter avec assez peu d'apport. Quand je dis assez peu d'apport, c'est qu'aujourd'hui, on te prête 100% du prix de l'appartement. C'est quand même génial. Tu achètes un appartement, on te prête 100% de la valeur de l'appartement. Mais on ne va pas te prêter 100% de la valeur de l'appartement, 100% des frais d'acquisition, 100% des frais de dossier. Il y a des gens qui je sais pas, ton banquier, il te facture 800 € de frais de dossier bancaire ou ton courtier, et tu te demandes à emprunter les 800 €. Tu vois, donc en fait, l'apport personnel, il est quand même limité aujourd'hui. C'est pas une catastrophe. Ça s'est redétendu quand même en 2024. Fin 2023, c'était plutôt 10, 15, 20% d'apport qui était demandé. Ok. Donc c'est possible. Alors, là, on va passer sur un autre podcast. C'est le podcast avec Maître Message, du coup, un avocat fiscaliste qui a beaucoup plu. Une pointure, Maître Message, cabinet... j'ai oublié le nom du cabinet, mais c'est 80 avocats fiscalistes, spécialistes internationaux. Nous, ils nous ont quand même beaucoup aidés sur des cas spécifiques. On a beaucoup d'expatriés aujourd'hui sur Maslow. Donc, pointure. Et puis, type super sympa. Ouais, il était super, ce podcast. Alors, un extrait. En matière immobilière, il y a, je dirais, 2 façons d'éviter la double imposition qui sont prévues par les conventions fiscales internationales. La première façon, c'est de considérer que les revenus afférents à un immeuble sont imposables exclusivement, je dis bien. Je pense qu'il va bien s'amuser, Maître Message, avec les élections américaines. Je pense que les règles vont beaucoup changer. Par exemple, du mécanisme il n'a pas fini de bosser. C'est pas imposable en France. Et comme c'est exclusivement là, c'est pas à l'étranger, donc il n'y a pas d'imposition. La deuxième méthodologie, c'est celle qui consiste à dire c'est imposable en France, certes, c'est aussi imposable dans le lieu de situation de l'expatrié, mais cet expatrié bénéficie d'un crédit d'impôt dans son état de résidence égal à l'impôt étranger, à son impôt étranger. Donc il aura la fiscalité française. Exactement, il efface son impôt étranger par le mécanisme d'un crédit d'impôt fictif, en fait, qui est égal à son impôt étranger. Alors,
Pourquoi vous dites que les revenus des locations meublées ne sont pas imposables en France? Sauf à ma part, ils le sont au titre du barème de l'impôt sur le revenu. Alors non, madame. Alors si on est bien dans le cadre du podcast qu'on a réalisé avec Maître Message, et donc il s'agit bien de gens qui ne vivent pas en France, donc en fait dans le cas de la location de meublés non professionnels, déclaré au réel, il y a des recettes, des charges, des amortissements, et donc mon résultat comptable est à 0, et donc tu n'es pas imposé en France si ton résultat comptable est à 0. Donc c'est pas le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, ok. Alors. Et dans le cas des doubles conventions, on doit déclarer, si je prends l'exemple des États-Unis, eux, ils ont une loi qui dit que tu dois déclarer tes revenus partout dans le monde. Et donc, effectivement, tu vas déclarer des revenus aux États-Unis, par exemple, tu vas déclarer des revenus en France qui sont générés en France, et il n'y a pas de double imposition. Ouais, ok. Alors là, on est sur un deuxième extrait. C'est celui-ci. Ils ont souvent aussi des revenus beaucoup plus élevés que s'ils étaient restés en France. C'est-à-dire, comment je vais investir? Parce qu'aujourd'hui, c'est la retraite des expatriés, ça je crois. 300 000 euros par an, enfin, on est quand même sur des rémunérations très élevées. Comment je vais optimiser cette partie de ma vie sur laquelle je vais très bien gagner ma vie, mais sur laquelle aussi... Ouais, ça c'était sur les expats qui reviennent à un moment donné en France. Et que je reviens à 40 ans en France, bon bah là, à 63 ans, j'aurais pas la bonne retraite. Donc c'est si comment j'investis. Si j'ai un contrat local. Exactement. Parce que justement, si j'ai un contrat d'expatriation, dans ce cas, je continue quand même à cotiser pour ma retraite. Tu as raison sur le plan de la retraite. Je me souviens ce que disait Jules sur... on a aussi des expatriés qui ont des contrats français, etc. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des placements spécifiques pour compléter sa retraite de base? Tous les placements sont là pour compléter la retraite. Donc voilà, après, ça dépend si on a de l'imposition en France ou pas. Donc là aussi, je ne suis pas l'expert, mais le plan d'épargne retraite est quelque chose qui est aujourd'hui plébiscité par les Français, qui te permet de déposer de l'argent et d'avoir un rendement, comme sur l'assurance vie. Et quand tu déposes de l'argent, tu as aussi une carotte fiscale qui est quand même importante. Donc quand tu as des revenus encore en France et que tu es imposé en France, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Voilà, tu peux considérer que l'assurance vie est un placement retraite important. Et puis évidemment que tu peux considérer que l'immobilier, à partir du moment où je suis en activité, je vais acheter un bien immobilier locatif avec comme objectif ma retraite. Donc je vais acheter un bien pendant que je suis en période d'emploi et pendant que je gagne de l'argent. J'investis avec du crédit, donc je paye de la mensualité de crédit. Et puis, à ma retraite, j'ai plus de crédit. Soit je perçois le loyer, soit je vends mon appartement et je vends cet appartement, je reçois une somme d'argent que je peux réinvestir dans l'immobilier ou dans d'autres placements. Donc, je dirais qu'il y a plein de solutions pour préparer sa retraite. C'est plutôt son âge qui va déterminer aussi le placement. Plus tu t'approches de ta retraite, plus ton effort d'épargne, tu dis tiens, je veux 200 000 euros à ma retraite. Bon, si tu as 57 ans et que tu repars de zéro, il va falloir mettre beaucoup d'argent. Si tu as 27 ans et que tu veux 500 000 euros, eh ben c'est des choses qui sont tout à fait possibles et réalisables. Ok. Alors là, on va passer au dernier podcast, donc qui est un podcast sur le regroupement de crédit. Ouais, c'est un podcast qu'on a réalisé avec Dominique et Christophe de CFC, je me souviens très bien. C'est ça, de CFC Crédit. Tu peux avoir un investisseur très urbain, CSP+, qui gagne bien sa vie, qui à un moment donné va aller voir son banquier sur un projet d'investissement locatif et on va l'alerter. C'est le rôle du banquier, il a raison de lui dire « Oui, mais attention, si tu fais ça, tu pourras plus… » Ouais, c'était les normes HCSF, etc. C'est pose-toi la question sur ta résidence principale et après, envisage d'autres sujets. Bon, d'une part, nous, ils sont très urbains, ils bougent et professionnellement, ils vont peut-être bosser un jour à Paris, l'autre jour à Bruxelles, à Marseille ou à l'étranger. Cette dette que je vais créer ou les crédits que je vais faire ne vont pas m'empêcher demain de faire une résidence principale parce qu'il y a des solutions. Le regroupement de crédit, je pense qu'il faut enlever cette image de se dire que ça ne concerne que les gens qui ont collectionné les crédits à la consommation. Déjà, il y a des parcours de vie. Quand tu divorces, que tu as une pension alimentaire, que tu as vendu des biens immobiliers ou parfois que tu en as conservé, tu as remboursé ta dette, et tu te retrouves à être bloqué dans de futurs projets, que ce soit ta résidence principale ou l'investissement locatif, alors qu'il y a des solutions. Ok, sujet hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs, moi, pendant ce podcast, donc, parce que je pense que mes données à moi sur le regroupement de crédit dataient un petit peu. Okay. J'ai été banquier avant de faire du conseil en investissement immobilier locatif, mais ça date un petit peu, Manon, et j'ai appris plein de trucs. Super. Alors, j'ai un crédit résidence principale sur 20 ans, un prêt travaux sur 10 ans, 2 prêts auto sur 10 et 3 ans,
j'ai des bons revenus, mais je n'arrive pas à investir car mon taux d'endettement est trop élevé. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que le regroupement de crédit, c'est exactement ce qu'on a abordé. En fait, souvent, le regroupement de crédit, c'est une image de dire c'est des gens qui ont souscrit trop de crédit ou trop de crédit à la conso et qui, à un moment donné, se retrouvent dans la panade. Voilà, en fait, c'est pas du tout ça le regroupement de crédit. Enfin, ça peut l'être, mais c'est parfois des gens qui gagnaient très bien leur vie et perdent leur emploi. Et donc, du coup, je passe de 80 000 euros de revenus à 40 000, sauf que j'avais chargé mon crédit par rapport à mes 80 000 euros de revenus. Donc, j'ai besoin d'une solution, le temps de retrouver un job ou de la rémunération, des choses comme ça. Donc, le regroupement de crédit te permet de résoudre cette solution-là. Et puis, tu en as d'autres qui sont souvent les exemples que l'on a. En fait, la problématique des normes HCSF, les fameuses règles qui te permettent d'avoir un crédit immobilier ou pas, ces fameux 35%, dans les 35%, il y a tout ton endettement qui passe. Donc, il y a ta résidence principale, mais si tu as financé ta résidence principale sur 20 ans, comme dans ton exemple, et ton prêt travaux de ta piscine ou ton extension sur 10 ans, mais en fait, quand tu additionnes les deux mensualités, boum, t'exploses. Et effectivement, les prêts voitures, les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, toutes ces choses-là, c'est tout ça qui rentre dans ton endettement. Mais quand tu as un prêt sur 20 ans, un prêt sur 10, un prêt sur 2, en fait, la norme HCSF, elle dit je fais le cumul de tout, le mois prochain. Donc le mois prochain, quand je cumule les 200 balles, les 800 balles et les 1000 balles, t'es trop endetté. Le regroupement de crédit te permet de travailler sur l'ensemble de tes crédits, d'avoir une mensualité fixe sur une durée, dans mon exemple, 20, 15 et 2, peut-être que tu auras un crédit sur 15 ans ou un crédit sur 17 ou un crédit sur 20. Et donc du coup, hop, tu baisses facialement ton endettement, et ça te permet d'avoir des nouveaux projets. Donc c'est super. Les multi-investisseurs, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs appartements, etc., avec, pareil, des loyers, des crédits qui vont en face, et puis des crédits qui sont bientôt terminés. Tu as un crédit, tiens, il reste 20 ans, celui-là, il reste 15 ans, celui-là, il reste 7 ans, celui-là, il reste 3 ans. Oui, mais quand je cumule tout, j'arrive pas. Et donc, on peut regarder ce qu'on est capable de faire. Donc, c'était hyper intéressant, parce que le regroupement de crédit, aujourd'hui, c'est souvent une solution qu'on aborde quand on n'arrive pas à avoir un crédit comme une solution pour dire est-ce que j'ai une solution de dernier recours avant d'abandonner mon projet, alors qu'on devrait se poser la question avant. Ma situation, c'est celle-ci, effectivement, j'ai 3-4 prêts ou 4-5 prêts qui me servent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une solution pour avoir un meilleur endettement? C'est plus de l'optimisation d'endettement que du regroupement de crédit. Voilà. Donc moi, je vous invite à regarder ce podcast, que j'ai appris plein de trucs, mais je pense que vous allez apprendre plein de choses et enlever cette image de surendettement. D'ailleurs, je crois que Christophe, dans le podcast, il parle de mal endetté. En fait, c'est plutôt ça, mal endetté, c'est un cumul de crédits qui ne sont pas sur les bonnes durées, quoi. C'est un peu ça. C'était hyper bien. On vous remettra le lien dans la vidéo de ce podcast si vous ne l'avez pas écouté. Du coup, c'est notre dernier extrait. Merci beaucoup, Pech, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir, Manon. Du coup, 41 mètres carrés, bien sûr, ça continue. Les 1 an, on est content de les fêter, mais c'est pas terminé. Le prochain podcast sera sur l'encadrement des loyers. On en a un peu parlé d'ailleurs là dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être un sujet hyper intéressant. On va vous expliquer comment augmenter son loyer. Est-ce qu'il faut aller dans les villes avec de l'encadrement de loyer? Enfin, voilà, on se posera toutes ces questions. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci, à bientôt.